Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Christophe pour cette invitation et merci à Ramzi de nous avoir mis en relation avec toi. Ce qui a débouché sur l'invitation à cette émission par la chaîne Position. Yvan et moi, nous sommes les membres de MMT France, une organisation qui se propose de donner accès à la MMT aux francophones en traduisant les articles fondamentaux qui ne sont qu'en anglais, ainsi qu'en réalisant des documents et des articles en langue française. Alors, en ce qui me concerne, deux mots pour me présenter. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans les finances publiques, dans la comptabilité publique, pour être précis. Tout d'abord en France, comme comptable public, et ensuite à l'international, comme coopérant au Sénégal et comme staff dans des organismes internationaux. Pas sur les questions monétaires. En réalité, j'ai découvert MMT il y a environ 3 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Yvan, qui m'a tout appris depuis d'ailleurs, et qui lui-même a appris directement de Warren Mosler, le père de MMT, donc c'était pour moi une chance inouïe. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle de la théorie monétaire moderne, MMT, et qu'est-ce que c'est que cette théorie monétaire moderne? C'est une approche à l'économie monétaire, une approche qui nous aide à comprendre en fait notre société, à comprendre le monde dans lequel nous vivons, parce que la monnaie, comme on le sait, c'est quelque chose qui touche absolument tous les aspects de la société. Donc la MMT permet de comprendre la monnaie, comment elle fonctionne, ce qui permet de lire le monde pour comprendre le monde. Comprendre la monnaie, ce n'est certes pas suffisant, mais c'est nécessaire pour avoir une vision claire du monde dans lequel nous vivons. Alors la MMT présente deux aspects. Tout d'abord un aspect descriptif, mais également un aspect normatif. Disons d'abord qu'il y a une description du système, une description très fine, en réalité, du système comptable, tel qu'il est conçu et tel qu'il fonctionne. Et après avoir donné cette description, après, il y a des propositions pour résoudre des problèmes en termes de stabilité des prix, mais avant tout en termes de chômage. Donc en fait, dans la MMT, l'élément le plus important est d'expliquer comment un pays qui maîtrise sa devise peut définir des politiques pour parvenir au plein emploi et comment il peut maintenir le plein emploi. Alors, le point de départ de la MMT est en fait très simple. Il est le constat factuel que les devises sont des créations publiques et en particulier sont des monopoles publics. Alors, qu'est-ce que signifie ce concept de monopole de l'État sur sa devise? Une précision tout d'abord, la MMT ne parle pas de monnaie en général, mais de devises spécifiques à un pays donné. Ça veut dire que le franc suisse, par exemple, n'existait pas avant que l'État suisse l'ait créé, de même pour la livre sterling par le Royaume-Uni et de même pour le yen japonais par le gouvernement japonais. Donc les devises sont des créations publiques, des créations étatiques, et ce sont des monopoles. Ça veut dire qu'une devise ne peut être créée que par une autorité publique, en l'occurrence l'État. Ça veut dire que lorsque plus tard je vous parlerai de dette publique, cela ne concernera que la dette dans la devise de l'État. Alors le slide suivant a pour but de présenter le concept de l'État monopoliste de sa devise. Il faut bien comprendre qu'il y a l'État d'un côté qui, dans la mesure où il crée sa propre devise, joue un rôle totalement différent des autres acteurs, ceux du secteur privé, ici sous la rubrique économie. C'est l'État seul qui a le monopole de la force sur son territoire. Lui seul est le créateur de la devise. Les autres acteurs ne sont que des utilisateurs de cette devise. Cette opposition entre créateur et utilisateur de la devise est fondamentale. Le processus est donc le suivant. L'État a le pouvoir d'imposer une taxe, des impôts, au secteur privé. Et il le fait en rendant cette taxe payable seulement dans sa propre devise. En faisant ça, il incite les agents du secteur privé à rechercher cette devise. Il crée alors une demande dans cette devise, et pour obtenir cette devise, les agents du secteur privé n'ont pas d'autre choix que de se faire producteurs et vendeurs de biens et de services, ainsi que de leur force de travail. Une fois cette offre de biens et de services effectuée, l'État peut dépenser 100 dans notre exemple, et seulement après, l'État peut taxer 60 dans l'exemple, pour reprendre à ses citoyens la devise qu'il a mise en circulation. La différence entre dépenses publiques et taxes représente le déficit public et représente l'épargne du secteur privé, 40 dans notre exemple. Il est donc important de bien voir que l'impôt ne finance pas la dépense publique. À ce stade, l'État crée sa propre devise en dépensant.
Il n'a pas besoin des impôts. Et cela signifie d'une manière logique que la dépense publique précède l'encaissement des impôts. En effet, toute la devise qui a été utilisée pour payer les taxes a été nécessairement au préalable fournie au secteur privé par la dépense publique. Alors, quelle est la finalité de tout ça? Quelle est la finalité du système monétaire? Eh bien, l'objectif premier du système, l'objectif premier de la devise n'est pas de donner un moyen d'échange aux agents du secteur privé. Il ne s'agit là que d'un objectif second. La finalité, la seule finalité, eh bien, il faut bien comprendre, est de fournir travail et biens réels à l'État, d'approvisionner l'État en travail et en biens et services. La fiscalité joue donc un rôle fondamental, différent par rapport à toutes les autres approches monétaires. Et ce rôle est fondamental. On peut dire que la fiscalité est le moteur du système. En effet, la taxation a pour objectif de créer dans la population la nécessité, le besoin d'obtenir la devise de l'État. Cette nécessité se traduit dans l'offre de la part de la population de biens et de services et de travail en échange de la devise de l'État. Cette offre vendue en échange de devises constitue donc ce que MMT appelle la demande de devises. La taxation fait en sorte que la capacité d'absorption de la production par le secteur privé soit inférieure à sa capacité de production. Exprimé autrement, la taxation doit donc être établie à un niveau qui fait qu'il y ait en permanence un excès d'offres de biens et de services dans le secteur privé, ce qui crée les conditions pour que l'État, à travers sa dépense, puisse s'approvisionner. Et cela signifie, vous le comprenez, que le marché est d'abord un système généralisé d'échange de devises et qu'il n'est que d'une manière collatérale, d'une manière incidente, un système généralisé d'échange de biens et de services. Et il en découle que la devise répond à des mécanismes propres au monopole et qu'il convient de l'analyser comme tel. Mais cela signifie également que la devise est un instrument pour activer la capacité productive disponible et que l'État monopoliste de sa devise n'est pas limité dans sa création, dans la création de sa devise. Il existe bien une limite, celle de la disponibilité de ses ressources réelles, limites naturelles, technologiques, ressources naturelles, ainsi que les personnes à employer. Alors une autre chose importante, un autre pas en avant, comme nous l'avons vu dans le slide précédent, le déficit public d'une année représente l'épargne privée de cette année. La somme des déficits publics, quant à elle, le cumul des déficits publics, représente la dette publique. Il ne s'agit pas d'un aspect théorique, mais d'un simple constat de la comptabilité nationale, le constat d'une simple identité comptable qui en fait se vérifie dans tous les pays. Donc, si le déficit pour une année, c'est l'épargne privée dans cette devise de cette année, la dette publique, en fait, c'est la richesse financière qui s'est accumulée depuis que l'État existe. Et c'est la raison pour laquelle les pays qui ont la plus grande dette publique sont les pays qui ont la plus grande épargne privée. Le Japon, aujourd'hui, est le pays avec la plus haute dette publique, et c'est aussi le pays qui a le plus d'épargne privée. Vous comprenez donc que tout ce que l'on peut entendre dans les prises de position des politiques et dans les médias sur le fait qu'un État doit gérer son budget comme un père de famille, doit avoir le plus petit déficit possible, ou bien que lorsqu'on entend parler du mur et du fardeau de la dette publique, en réalité, tout cela est totalement infondé. Pour illustrer le processus de l'État monopoliste de sa devise, prenons un exemple historique, celui de l'État britannique au Ghana. Le Ghana du 19e siècle ne connaissait pas la monnaie. Tout le monde était engagé dans la pêche, la chasse et autres activités typiques d'une société pré-industrielle. Personne n'avait besoin d'argent pour payer quoi que ce soit, donc personne ne cherchait à s'en procurer. Mais la puissance coloniale britannique, qui avait un grand intérêt à exploiter ces territoires pour la production de café, devait trouver un moyen pour forcer la population autochtone à travailler dans ses propres plantations. Pour se procurer leur main-d'œuvre, les Britanniques imposèrent une taxe sur les habitations libellées en livres sterling, une devise émise uniquement par l'autorité coloniale. Et les Britanniques menacèrent de brûler l'habitation de ceux qui refusaient de payer leurs impôts. L'imposition en livres sterling généra donc une demande de cette devise, car la population en avait besoin pour payer ses impôts, et donc pour sauver ses habitations. Cependant, personne, du moins au début, ne détenait de livres sterling. La seule source de cette devise était l'autorité coloniale. C'était le cœur de la méthode coercitive utilisée par les Britanniques,
forcer les Ghanéens à travailler pour eux-mêmes, non pas directement par la force brute, mais par la fiscalité. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est le fait qu'avant l'imposition de la livre sterling au Ghana, il n'y avait pas de chômage. Les gens étaient occupés car il y avait plein de choses à faire, comme chercher de la nourriture, garder les enfants, construire les habitations, etc. Et il n'y avait pas de chômage car le chômage signifie qu'il y a des personnes qui cherchent de la devise en essayant de vendre leur force de travail, mais n'y parviennent pas. Et on peut dire également que la devise est un instrument d'exploitation, un instrument d'extraction de ressources au profit de l'État. Alors, le slide suivant, le développement que je viens de faire jusqu'à maintenant concernait les États qui disposent du contrôle total de leur devise, comme les USA, le Canada, l'Australie, UK également. Mais ce n'est pas le cas de tous les États. Il existe en effet des différences importantes entre ces pays et ceux de l'eurozone, par exemple, ainsi que de la zone CFA en Afrique. Et ces différences se formalisent par le fait que si certes, ils ne disposent pas de leur propre devise, on leur impose également des limites, aussi bien en termes de déficit public que de dette publique. Et en fait, ces limites sont des contraintes institutionnelles fondées sur absolument aucune logique technique, aucune logique économique, mais sur une logique purement politique. Et il est clair qu'une communauté comme l'Union européenne a l'austérité dans son ADN. Et lorsque l'on entend les analyses faites dans les médias, lorsque l'on entend des expressions comme mur de la dette, fardeau de la dette, il est clair que sous-jacent, il y a également une ignorance. Et notre objectif à MMT France, c'est justement de développer une connaissance qui vient contredire la culture économique la plus souvent diffusée par les médias, par la pensée économique dominante, ce qui est historiquement très pernicieux et qui, conduisant notamment à des taux de chômage importants, est à la base de la souffrance de millions de personnes. Alors, sur le slide suivant, nous voyons Warren Mosler en bas, tout d'abord, qui est donc le père, le fondateur de MMT, qui dit « Au milieu d'une grande abondance, nos leaders promeuvent la privation ». Au-dessus, Stephanie Kelton, qui est très connue, très médiatisée depuis qu'elle a écrit un livre à succès l'an dernier, Le mythe du déficit. Tout ce qui est physiquement possible est financièrement possible. La devise est créée par l'homme, donc les limites financières sont celles que l'homme s'impose. Ces limites réelles sont ces limites naturelles, la technologie, les ressources naturelles, les personnes à employer. Alors pourquoi la MNT devrait être intéressante et importante? Eh bien, la MNT est importante parce qu'elle parvient à aider à l'élaboration de solutions pour des objectifs de politique économique, notamment le plein emploi. Le plein emploi, ça veut dire que tout le monde a la possibilité de travailler. Le travail n'est pas une chance, il est le point de départ d'une vie meilleure. Tout ce qui est techniquement possible est financièrement possible. C'est-à-dire que si un pays a les capacités pour réaliser une chose, une route, une école, un pont, un hôpital, il a donc la possibilité de le faire. La devise n'est qu'un moyen. Et c'est là où se trouve le potentiel de la MNT. Donc, plein emploi et complète utilisation des capacités disponibles sur un territoire. Et cela doit mener logiquement à la quasi-éradication de la pauvreté. Pour accompagner et compléter son objectif de plein emploi ainsi que de stabilité des prix, la MNT préconise également une garantie d'emploi. Une garantie d'emploi offerte à tous ceux qui sont dans la capacité de travailler et qui désirent travailler. Il s'agit en fait d'emplois de transition qui permettent également, tout en offrant un emploi, d'équilibrer l'économie. Dans le sens où le nombre d'emplois concernés varie en fonction de l'état de l'économie, augmentant en période de récession et diminuant en période d'expansion. Alors, sur le slide suivant, j'ai souhaité présenter une synthèse des points les plus importants. Alors, tout d'abord, la devise est une créature de l'État, on l'a vu, qui en détient le monopole, ce qui lui permet de s'approvisionner à l'État, donc, en biens et services et en travail. Un État qui contrôle sa devise ne peut faire défaut, sauf s'il le décide. Ça, c'est fondamental. C'est le point de départ de MNT, en réalité. La dépense publique n'est pas limitée en termes financiers, elle est limitée en termes de ressources réelles disponibles, donc d'inflation.
Seule la dépense publique permet de créer de la richesse financière nette au profit des agents du secteur privé. Le crédit bancaire ne crée que du pouvoir d'achat. Le chômage est un phénomène purement monétaire. Il est la conséquence d'un déficit public insuffisant. Et enfin, la MMT met en évidence le caractère primordial pour un État de disposer et de contrôler sa propre devise. Donc voilà, j'en ai terminé. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, voilà nos coordonnées. Nous pourrons les transmettre individuellement si vous le souhaitez. Et puis également des références bibliographiques de Warren Mosler, Stephanie Kelton, Pavina Tcherneva. Et pour approfondir également quelques éléments, quelques conseils de lecture. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie.